État d'Afrique centrale, le Tchad est un territoire sans accès à la mer et souvent évoqué pour ses guerres civiles et les tensions qui le secouent, liées principalement aux conflits dans les pays limitrophes. C'est notamment le cas récemment du coup d'État militaire survenu au Niger en juillet 2023. Surnommé le cœur mort de l'Afrique en raison de son enclavement et de son climat particulièrement désertique, sec et aride, Manon nous partage une vision plus douce. Installée depuis bientôt 2 ans, elle nous invite à découvrir un territoire bien plus vivant et accueillant que ce que son nom laisse transparaître. Quand je suis partie au Tchad, tout le monde m'a dit « mais pourquoi tu pars au Tchad? C'est super dangereux, ça craint, quelle idée d'aller là-bas ?» Donc moi je suis partie sans a priori et sans idée préconçue, mais malgré tout, même si on essaye de partir la tête vide, on a quand même dans notre esprit une structure qui est là et on se rend compte que ça ne correspond pas à ce qu'on connaît. Je m'appelle Manon Dustry et je vis au Tchad depuis 1 an et demi. Je suis partie au Tchad directement après mon master, mon deuxième master, parce que je cherchais à vivre une expérience à l'étranger. Et j'ai trouvé ce volontariat, donc c'est un VSI, volontariat de solidarité internationale. Et je suis tout au sud du Tchad, à la limite de la frontière de la République centrafricaine. Et je travaille pour une fondation qui œuvre pour le développement local, en zone rurale. Au sud du Tchad, là où je suis moi, on est vraiment collé au fleuve Chari. Donc c'est assez vert, on a la chance que ce soit quand même assez vert. C'est très agréable. Nous, on travaille avec, on est la fondation de la Compagnie sucrière du Tchad. Donc la Compagnie sucrière, elle est implantée depuis des années dans cette zone. Et elle a des hectares et des hectares de canne à sucre. Et en fait, cette installation a pris un peu la place sur les populations rurales. Et donc nous, on œuvre pour mettre en place des projets pour œuvrer dans le développement pour ces populations. Donc on va avoir tout un tas de projets divers et on met en place par exemple des pompes à motricité humaine, on met en place des campagnes ophtalmologiques, on appuie les populations pour créer des activités génératrices de revenus. Donc on va les appuyer dans la mise en œuvre de moulins, comment gérer un moulin, comment gérer toutes ces activités génératrices de revenus qui vont leur permettre d'acquérir un développement. J'ai beaucoup voyagé quand j'étais jeune quand même, j'ai fait plusieurs pays. Et quand je dis que j'ai fait l'Afrique du Nord, quand je dis au Tchad que j'ai fait le Maroc, ils me disent non mais ça c'est pas l'Afrique. Donc pour eux c'est vraiment... Et effectivement ça n'a rien à voir. Quand je suis arrivée là-bas, bon il faut dire que moi j'étais quand même pas mal inquiète quand je suis partie parce qu'on part pour 2 ans dans un endroit inconnu, même si on est quand même organisé, encadré. On ne sait pas où on part, on ne sait pas qu'est-ce qui va se passer, qui on va rencontrer, tout ça. Donc c'était un peu stressant mais c'était voilà... ce petit grain de on y va, on va voir. Et en fait, quand je suis arrivée là-bas, je m'attendais à un dépaysement, mais j'étais pas prête à ce que j'allais vivre en fait. Et je me suis retrouvée dans un monde qui n'était même pas dans mon imaginaire. Et du coup, ça a été au début très déconcertant parce que j'avais l'impression que c'était un peu... tout était désordonné, tout était un peu entassé. En fait, tout est désordonné dans le sens où par exemple, sur une moto, on va avoir 5 personnes, une chèvre, un sac de riz. Enfin, voilà, tout est... Mais en même temps, c'est leur organisation à eux. Beaucoup de motos, beaucoup de vélos dans le pays et beaucoup de charrettes avec les bœufs. C'est ce qui permet beaucoup de se déplacer parce qu'en fait, même les motos, à certaines saisons, il y a tellement de sable que c'est impraticable. C'est vraiment les bœufs et la charrette qui va passer partout. Ou même en saison des pluies, quand c'est inondé, les bœufs et les charrettes arrivent à passer quand même. Enfin voilà, ça paraissait par rapport à ce que je connaissais pas... Enfin, c'était pas normal en fait pour moi. Et puis petit à petit, j'ai compris comment il fonctionnait, j'ai compris l'organisation.
Et maintenant, je vois comment le pays fonctionne, mais c'est vrai qu'au début, c'est un peu inquiétant. Puis il y a quand même pas mal de militaires. C'est un pays où il y a quand même beaucoup de militaires dans les rues. Et c'est pas une habitude qu'on a en France, donc c'est un peu anxiogène. Et puis finalement, on se rend compte que non, c'est un pays qui est calme. Enfin, il faut le vivre, il faut le tester. Et puis je pense que c'est pas fait pour tout le monde. Comme beaucoup de voyages, hein, beaucoup de pays, chacun a ses possibilités de s'intégrer ou pas. Mais ce qui est sûr, c'est que c'est accueillant. Les gens sont accueillants. Donc ça fait tout, je pense. Ce qui m'a vraiment marqué, je pense, c'est la première fois où je suis allée au village. Parce que donc, moi, je travaille vraiment en zone rurale, au sud du Tchad, dans les villages vraiment reculés. Et la première fois que je suis allée au village avec mon binôme, parce que je travaille avec un Tchadien, on est un binôme, je suis arrivée là-bas, j'ai rencontré des gens qui ne parlaient pas français. Donc déjà, ça met un petit écart. Enfin voilà, on comprend qu'on est dans des langues différentes. On voit la manière dont nous regardent les enfants. Pour la plupart des enfants, je suis le premier blanc, la première blanche qu'ils voient dans leur vie. Donc il y en a qui sont trop contents et puis il y en a qui partent en pleurant parce qu'ils ont peur, parce qu'ils n'ont jamais vu ça de leur vie. Et ça se comprend. Et quand je suis arrivée là-bas, on nous a tout de suite super bien accueillis. On nous installe voilà, sur des chaises, tout ça. On nous met toujours un peu d'eau du puits devant nous. Et là, je me suis rendu compte que ces gens ne vivaient avec rien. Ils ont des petites huttes qui doivent faire 9 mètres carrés, où ils vivent à 7 ou 8 à l'intérieur. Il n'y a pas d'eau, il n'y a pas d'électricité, il n'y a pas de matelas, il n'y a rien. En fait, il n'y a absolument rien. Ils utilisent le charbon et le bois pour faire la cuisine. Et ils vivent au rythme du soleil et de ce qu'ils ont. Et moi, je me suis dit, c'est incroyable. En fait, même si je m'attendais à ce décalage, j'aurais jamais pu imaginer qu'en 2024, il y ait des gens qui vivent dans ces conditions-là et qui vivent bien en plus, parce que eux, c'est leur quotidien. Et moi, je pense la chance qu'ils ont aussi, ces gens-là, c'est qu'ils connaissent pas le reste du monde. Et du coup, ils se rendent pas compte du décalage qu'il peut y avoir entre, par exemple, moi et eux. Parce qu'eux, ils n'ont pas la télé, ils n'ont pas accès au réseau, ils n'ont pas tout ça. Et donc, ils ne sont pas frustrés de leur mode de vie parce qu'ils connaissent que ça, en fait. Par rapport à d'autres pays ou d'autres régions, même à la capitale, tout ça. Là, il y a une frustration qui va peut-être se faire sentir, mais eux, ils n'ont pas ça. Eux, ils ont un poulet qui traîne. Moi, les premières fois où je suis arrivée, ils m'ont attrapé un coq et ils me l'ont offert comme ça en me disant bonne arrivée. T'es blanche, tu vas nous aider. Enfin voilà, ils sont très très accueillants alors qu'ils n'ont rien. Et c'est impressionnant. Je pense que le combo vraiment un local, un étranger, c'est hyper intéressant. Parce que lui, déjà au Tchad, au sud, ils ne parlent pas français, ils parlent leur dialecte local. Donc sans lui, j'aurais rien pu faire, littéralement, parce que je ne parle pas le dialecte. Et puis il y a aussi des procédures à suivre, en fait, quand on arrive dans les villages. C'est-à-dire qu'on arrive dans un village, il faut d'abord aller voir le chef, présenter, se dire bonjour, tout ça. Puis après, il faut aller voir un tel. Enfin, on ne peut pas arriver dans un village et parler à la population comme ça. Il y a des règles à respecter que moi, je ne connaissais absolument pas. Et si j'étais arrivée seule dans un village, j'aurais jamais suivi ce circuit-là et du coup, on ne m'aurait jamais écouté et j'aurais jamais pu avoir une voix dans ces villages. Donc c'est hyper intéressant. Et puis après, en termes de projet, c'est vrai que moi, je suis arrivée avec plein d'idées, un peu des idées révolutionnaires, ah ouais, on va mettre ça en place, on va faire ça. Et puis je me suis très vite rendu compte qu'il fallait en fait déconstruire tout ce que je connaissais et réadapter tout à la localité parce qu'il y a des réalités climatiques qui sont différentes, il y a des réalités culturelles qui sont différentes et les gens ne sont pas prêts à changer leurs habitudes complètement. Donc voilà, il y a des projets, moi, que j'ai complètement laissé tomber parce que je savais très bien que, oui, sur le papier, c'était un bon projet, mais en fait, ça ne s'intégrait pas du tout dans le milieu. Donc j'ai pris beaucoup de temps pour comprendre le milieu, comprendre comment les gens fonctionnaient et pouvaient évoluer. Et après, ça permet d'adapter vraiment les projets. L'objectif, c'est qu'à terme, on essaye qu'ils soient complètement autonomes. Je pense que ma première rencontre, très bonne rencontre, ça a été mon binôme, justement. Parce qu'il a toujours été très bienveillant, il a toujours pris le temps de m'expliquer les choses.
Parce que voilà, c'est vrai que je suis arrivée, j'avais une tonne de questions. Je disais, mais pourquoi on fait ça? Et là, c'est quoi qui est planté? Ça, c'est quoi comme fruit? C'est quoi comme légumes? Enfin, j'étais vraiment dans le questionnement sans cesse. Et lui, il prenait le temps de toujours expliquer. Il a toujours été vraiment très bienveillant. Et puis après, j'ai rencontré des amis qui sont formidables et qui sont aujourd'hui, que je considère un peu comme des membres de ma famille. Et je pense que ça, c'est un peu la force du Tchadien. C'est vrai qu'ils sont doux, ils sont gentils et ils sont toujours... L'étranger, pour eux, c'est quelqu'un de très important. Il faut le moindre étranger, il faut l'accueillir, il faut lui offrir à boire, il faut lui offrir à manger. Et moi, ça m'a mise en confiance très rapidement. Alors que moi, j'avais entendu avant de partir plutôt que le Tchadien était un peu dangereux, c'était des gens qui s'énervaient vite, enfin voilà, on a quand même un peu cette idée pas trop de sang-froid, qui se battent très vite. Et en fait, moi, j'ai toujours rencontré que des gens doux, gentils et agréables. Et puis même si on vient de deux univers différents, et c'est super intéressant, on arrive à se comprendre, on arrive à échanger sur des sujets. Bon, il y a plein de sujets où on n'est pas d'accord du tout, notamment la place de la femme, tout ça, c'est des sujets qui restent très 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 tabous. Mais on essaye d'en parler et je trouve que c'est intéressant d'écouter chacun, même si je pense nos avis divergent tellement qu'ils se rejoindront jamais. Mais voilà, on essaye d'avoir ces échanges-là. Au-delà de cette bienveillance et de cette gentillesse qui est très présente dans le pays, il y a effectivement un manque, parce que c'est des gens qui manquent de conditions nécessaires pour vivre. Et du coup, il y a beaucoup on regarde le voisin, qu'est-ce qu'il a de plus. Et bon, il faut dire aussi, il y a beaucoup de sorcellerie. Il y a énormément de sorcellerie et bon, on y croit, on n'y croit pas. Eux, ils y croient à fond. Moi, j'avoue que personnellement, j'ai du mal à me positionner parce que j'entends des choses qui paraissent parfois être plausibles et des fois complètement sorties de la réalité. Mais je pense que cette histoire aussi de sorcellerie, c'est un peu, ben voilà, toi, t'as bien gagné ta vie, du coup, ben, je vais te jeter un sort parce que je suis jaloux. Enfin, il y a un peu ce système de jalousie, tout ça, et ce truc de... Effectivement, on est dans des milieux qui sont très fermés. Les gens sont beaucoup à être assis aussi dans la rue et à regarder. Il y a beaucoup ce sentiment d'investir la place publique, s'asseoir devant les portails par exemple et regarder tout ce qui se passe dehors. Et en fait, tout se sait. Tout le moindre mouvement, la moindre un tel a vu un tel. C'est beaucoup de ragots, beaucoup de transformations aussi des faits. Même à l'échelle du pays, ça arrive. Parce que le pays est très grand, très vaste, mais il faut dire qu'il n'est pas tant peuplé que ça en fait. Et donc même si c'est très vaste, par exemple Sarre est à 12 heures de voiture de N'Djamena, on peut savoir que à Sarre, tel jour, il y a Dupont qui est allé parler avec Mélissa, quoi. Enfin, ça s'étend vite. Les athées n'existent pas au Tchad. Moi, j'ai eu une fois à dire que j'étais athée dans un village et ils n'ont pas compris. Enfin, en fait, ils ne connaissent pas le mot. C'est pas quelque chose qui existe pour eux. Tout le monde est dans une religion. Donc, le pays était très longtemps majoritairement chrétien. Et de plus en plus, il y a de plus en plus de musulmans dans le pays. Donc, au nord du pays, c'est majoritairement des musulmans. Et au sud, majoritairement chrétiens. Je pense qu'on est vraiment à 50-50 dans le pays. Et donc il y a un rapport très très fort à la religion. Tout est impliqué par Dieu. Enfin voilà. Si tu te lèves demain matin, c'est Dieu qui veut. Si tu attrapes le sida, parce que le sida est très répandu, nous on essaye de faire des sensibilisations sur le sida, protégez-vous, mettez des capotes. Et il y en a qui nous disent non, si je l'attrape, c'est Dieu qui veut, c'est Dieu qui me protège, c'est Dieu qui... Mais voilà, il est vraiment partout. Et je pense que c'est ce qui les aide aussi. Enfin voilà, c'est cette croyance, cette foi qui permet à chacun de vivre avec ces conditions-là, parce qu'on est quand même dans des conditions qui sont très difficiles. Au-delà du village où ils vivent avec rien, on a aussi en ville de gros problèmes d'électricité. Donc l'État lui-même ne fournit pas l'électricité à ses habitants. Donc en fait, voilà, on est sur... moi, quand je suis partie, il faisait 48 degrés, donc on est sur des journées à 48 où on ne peut même pas allumer un ventilateur. Donc c'est des choses qui sont très dures et je pense la religion prend aussi une place très importante pour essayer de sortir de cette misère, entre guillemets, hein, on peut dire ça.
C'est vrai que le rapport à la mort a rien à voir avec le nôtre, parce que la mort est très présente dans leur vie, c'est malheureux, mais par exemple, moi, mon binôme avec qui je travaille, je pense qu'il n'y a pas une semaine où il ne me dit pas qu'un membre de sa famille est mort. Enfin, en tout cas, toutes les 2 semaines. Après, la comparaison aussi, c'est que eux, leurs familles sont 4 fois plus nombreuses que les nôtres. Donc il y a aussi ce rapport à faire. Mais pour autant, voilà, il y a plein de fois où il me dit « Ah, bah, j'ai perdu un oncle, j'ai perdu ma tante, j'ai mon cousin qui est mort. » Et nous, on a ce rapport vraiment de tristesse, de moments difficiles, tout ça, que eux, ils ont moins, j'ai l'impression. Enfin, après, j'ai pas assisté à beaucoup d'enterrements, mais j'en ai jamais vu vraiment pleurer, etc. Mais ils ont quand même ce truc de... ils vont faire un deuil pendant 1 semaine. Pendant 1 semaine, en fait, ils installent une place mortuaire. Donc souvent, c'est dans la concession de la personne qui est morte. La famille prend en charge des repas, accueille les invités, les étrangers. Et pendant 1 semaine, tout le monde passe présenter ses condoléances. Donc c'est très, il y a une grosse solidarité. Par rapport à la mort, il y a une très très grosse solidarité dans le pays. Et même par rapport à plein d'autres sujets, ils sont très très solidaires entre eux. Parce qu'ils connaissent la galère, en fait. Je pense que c'est ça, c'est que on n'a pas, je pense, nous en France, cette cohésion, parce qu'on est moins dans la galère et on a plus de choses. Et du coup, plus on a de choses, je pense, plus on essaye de les garder pour nous. Alors que moi, ce que je vois chez eux, vraiment, c'est qu'ils n'ont rien et ils partagent tout. Bon, je suis à Sarre, c'est quand même la 3e ville la plus grande du pays. Je vis dans des conditions qui n'ont rien à voir avec celles du village. Parce que moi, je vis dans un endroit où il y a l'eau, l'électricité en permanence, dans une vraie petite maison. Donc, je n'ai pas les conditions de vie. Au début, quand je suis partie, on m'avait prévenu que j'allais vivre dans une cité fermée, justement, avec l'eau, l'électricité, tout ça. Et j'étais un peu réticente à cette idée-là, en me disant, ça fait un peu gated communities, enfin voilà, toutes ces choses-là. Et en fait, je me suis dit, mais heureusement, parce que je suis incapable de vivre dans leurs conditions. Parce que nous, on a quand même grandi, je pense, en tant qu'Européens, avec un confort qui fait qu'aujourd'hui, on ne peut pas changer ça. Donc pour le confort, moi, j'ai quand même beaucoup de chance. Et après, dans le quotidien, en termes de nourriture, par exemple, on fait avec ce qu'il y a au moment. C'est vraiment le marché ou les petits stands de personnes, mais qui vendent les produits locaux, genre le lait Nido, enfin, tous ces trucs-là, mais il n'y a pas une grande diversité de choix. Après, à la capitale, il y a des supermarchés, de vrais supermarchés, mais qui sont des supermarchés d'Européens, de blancs, et ça coûte 3 fois le prix qu'on va payer ici en France. Ils font la sauce gombo ou la sauce longue, que j'avais du mal à manger au départ. C'est une sauce qui est très très gluante. Gluante. Et en fait, pour avoir goûté et en manger pratiquement tous les dimanches maintenant, c'est incroyable. C'est juste qu'il faut réussir à passer le cap de se dire « Ah ouais, là, ça a l'air bizarre, mais je teste quand même. » Mais c'est des textures qu'on n'a pas l'habitude, je pense, en France. Mais c'est très bon. Moi, je m'en régale avec la boule, souvent farine de manioc ou farine de maïs. On trempe ça donc, avec de la viande, souvent de la chèvre, très souvent la chèvre qui est cuisinée ou le poulet. Et c'est vraiment très bon. Quand je reviens en France ici pour des congés, j'ai l'impression que c'est 2 mondes différents. Vraiment, j'ai l'impression qu'on peut pas les mettre à côté et comparer parce que ça n'a rien à voir. Ils sont tellement en retard sur beaucoup de choses dans le développement, dans l'architecture, dans l'urbanisme. Enfin, ça n'a rien à voir avec nous. Donc, je pense que les éléments de comparaison sont très faibles. Après, inconsciemment, on le fait toujours. Parce que voilà, on compare ce qu'on connaît avec ce qu'on ne connaît pas. On essaye de trouver des liens. On ne peut pas dire « Ah mais eux, leurs problèmes sont plus graves ». Chacun a ses problèmes. Mais juste relativiser sur certaines choses, se rendre compte de la chance qu'on a. Déjà d'être en vie, d'être en bonne santé. Et je pense que c'est l'essentiel parce qu'on voit dans ces pays-là que la maladie est partout, la mort est partout. Et même moi, qui ai accès quand même à des soins de santé, je suis très régulièrement malade en étant là-bas. J'ai jamais été autant malade de ma vie qu'en étant au Tchad. Et on se rend compte, voilà, l'intérêt et la chance qu'on a quand on est en bonne santé.